Sacha Reims, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste musical à Paris Match. On rend hommage avec vous ce matin à Aretha Franklin. Elle berce notre matinale sur Europe 1 depuis ce matin. Quelle chanson est arrivée dans votre tête quand vous avez appris sa disparition? Oh, bien sûr, spontanément, ça a été Respect. Respect. Et ensuite, I Never Loved the Man the Way I Love You. Enfin, mais Respect a été effectivement. C'est celle qui vous a le plus marqué depuis 50 ans qu'elle a été. Il y a d'autres chansons qui m'ont marqué, mais celle-ci était une des plus populaires et surtout, elle avait été reprise dans le film des Blues Brothers et elle est en 1980. Voilà, et elle est régulièrement diffusée à la télévision et en clip. Et c'était le symbole d'Aretha Franklin, cette chanson. Qu'est-ce qu'elle disait d'elle? Oh ben elle disait, elle voulait du respect tout simplement, et comme on sait que c'est une femme qui a quand même beaucoup milité dans sa vie pour le droit pour les femmes, pour les Noirs aux États-Unis, bon la chanson lui collait parfaitement bien. Justement, cette chanson Respect, elle passe aujourd'hui pour à la fois l'égalité entre les Noirs et les Blancs, vous le dites, mais aussi les femmes et les hommes. Oui. Est-ce que c'était ça qu'il y avait dans la tête d'Aretha Franklin quand elle l'a chantée en 68? Certainement. Je vous réponds certainement parce que c'est devenu en fait un hymne aujourd'hui, quasiment une sorte de tribune perpétuelle, quoi. Oui, c'est devenu un hymne et je vous dis certainement parce que j'en ai jamais parlé avec elle, mais oui, c'était les paroles étaient trop explicites pour qu'elle ne soit pas effectivement une chanson un peu militante. Vous la connaissiez bien, vous l'aviez rencontrée? Non, je l'ai rencontrée 2 fois. Je ne peux pas dire que je la connaissais bien, non. Quelle sorte de personnalité c'était malgré tout? Parce qu'on connaît ses tubes, on connaît ses titres, les gens avec qui elle a travaillé, mais il y avait quoi dans la tête d'Aretha Franklin? Quel était son message, sa vision, ce qu'elle avait envie de dire? Oh, c'était quelqu'un qui... Elle était très diva. Enfin, elle était sympathique, agréable, mais malgré tout, c'était une diva qui pouvait avoir ses caprices. Et c'était parce que je crois qu'on ne peut pas séparer l'artiste de la personne, de l'être humain. C'était quelqu'un qui a été très malheureux toute sa vie, qui a toute sa vie s'est battu contre l'alcoolisme, contre l'obésité. Je veux dire, et bien sûr la dépression. Faut savoir que c'est quand même une femme qui a eu son premier enfant à 12 ans. Le deuxième à 14, donc ça indique quand même malgré tout un déséquilibre familial évident. Elle était, vous parlez de sa famille, elle était donc fille d'un célèbre pasteur, elle était destinée quelque part à cette carrière parce que dans les églises protestantes, on chante évidemment énormément de tous ces gospels. Oh bah oui, il a été destiné à condition qu'elle ait le talent pour ça. Oui, parce qu'elle chantait effectivement avec son père à Détroit tous les dimanches pendant les messes gospel. De façon assez virtuose sans doute, y compris quand elle était très jeune. Elle a été repérée comme ça. Très jeune, oui, elle chantait déjà très bien. Et une des raisons de son succès, c'est qu'elle a été une des premières avec Ray Charles, qui a fait le même chemin, à mélanger, à amener le gospel dans la musique pop et dans le blues et dans le jazz, mais surtout dans la musique pop. C'est aussi évidemment ce qu'on appelle la reine de la soul. C'est un peu impensif, mais c'est vrai qu'on le répète depuis hier. Comment vous définiriez ce que c'est que la soul? Parce que soul, ça veut dire âme en anglais. Soul, ça veut dire âme, oui. Oh, c'est une musique, oui, c'est musique de l'âme, musique qui réunit en plus plein de choses, de blues, douce, tendre. Pardon? Une musique douce, tendre? Non, pas forcément. Une musique emportée, une musique pleine d'émotions, vibrante, vibrante, de colère, de joie. Alors, quand on écoute ce matin sur Europe 1 ces tubes, Respect, Think, Chain of Fools, I Say a Little Prayer, ces 4 chansons-là datent de 67-68. C'est très concentré sur 2 années. Pourquoi cette période-là? Bon, parce que tous les artistes ont leurs années bénies, qui est généralement, ça ne va pas plus loin que 7 ans. Ça, c'est ce que Elton John prétend. Et bon, les 7 années d'Aretha, c'était effectivement à la fin des années 60. Ça correspond à une époque, mai 68, on y pense, il y avait tout ce qui se passait aux États-Unis. C'est aussi l'année de l'assassinat de Martin Luther King. Oui, c'est ça. Tout ça se conjugue. Elle était très impliquée là-dedans. Elle connaissait, elle avait suivi plusieurs fois Martin Luther King dans ses meetings. Oui, ça correspond à tout ça. Pourquoi est-ce que sa créativité a baissé ensuite puisque 68, c'était il y a 50 ans, donc il y a moins de tubes, quoi, depuis. Oui, ensuite, une fois que les 10 grandes années sont passées, on entretient sa carrière. C'est vrai que les derniers albums étaient moins renversants. D'abord, ils étaient moins nouveaux, parce qu'elle avait trouvé son style, elle l'exploitait, mais 50 ans plus tard, effectivement, est-ce que ça bouleverse toujours autant? Non, mais elle continue sa carrière.
plus difficilement, parce qu'elle avait déjà ses problèmes de santé. Moi, je me souviens, la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 3 ans, au Festival de Jazz de Montréal. Et ça a été un concert, je peux dire maintenant, terrible. Elle chantait avec un orchestre en playback, les bandes partaient mal, donc il y avait un... Catastrophique, quoi. Catastrophique sur scène, et à un moment donné, elle en avait marre, elle s'est approchée de l'avant-scène, elle a retiré ses fossiles, les a jetés au public, et puis elle a attendu quelques secondes, et à ce moment-là, elle a retiré sa perruque, et elle a acheté la perruque au public. Et à ce moment-là, on a tous vu qu'elle avait plus de cheveux, qu'elle était chauve. Ouais. Et on aurait dû déjà se poser la question, pourquoi est-elle chauve? Bien sûr. Ce qui est fou, c'est de voir, alors il y aura évidemment beaucoup d'héritiers et d'héritières, de voir des artistes comme Jean-Jacques Goldman qui disent qu'ils ont eu quasiment une révélation musicale, voire plus, quand ils ont entendu Aretha Franklin pour la première fois. Alors que quand on écoute du Goldman, on pense pas spontanément à Aretha Franklin. Pas spontanément. Mais c'est vrai. Mais elle a inspiré malgré tout le monde, quoi. C'était sa foi, sa ferveur, c'est l'émotion, la puissance. On a rappelé également qu'elle avait obtenu 18 Grammy Awards, qu'on présente comme les Oscars de la chanson. C'est sans égal, 18 Grammy Awards? À ma connaissance, oui. À quoi ça correspond? Comment est-ce qu'on peut avoir un tel palmarès en quelque sorte? Parce que là, c'est quantitatif quasiment. C'est la qualité de... Je veux dire qu'elle n'a jamais, effectivement, à partir d'un certain moment, elle a eu moins de succès, moins de tubes, mais malgré tout, la qualité est restée. Donc, tous les ans, effectivement, elle s'imposait régulièrement comme une personne incontournable, comme Meryl Streep est nominée tous les ans. Oui. Vous avez rappelé sa période d'alcoolisme aussi, qui l'a poursuivi de nombreuses années. Qu'est-ce qui l'a fait chuter? Les violences qu'elle a connues dans sa vie privée? Moi, je pense, oui. Je pense. Elle a été malheureuse avec ses 2 premiers maris. Et puis, elle avait ses problèmes de poids. Donc, pour compenser, elle buvait. Non, ça a été une femme très, très malheureuse. Elle s'en est jamais vraiment relevée de ça? Non. Est-ce qu'on peut craindre une bataille d'héritage sonnant et trébuchant, comme on l'a vu avec Michael Jackson ou plus récemment avec Johnny Hallyday chez nous? Elle a 4 enfants. Très sincèrement, je ne sais pas quelles ont été ses dispositions testamentaires et s'il y en a. Aujourd'hui, vous la voyez